J'ai tenu le papier entre mes mains pendant un long moment sans le lire. Enfin, je l'ai lu. C'était une mise en demeure, une vraie, en bonne et due forme, en tête dorée, signature d'avocate, tampon. Le genre de document qu'on ne voit pas dans les films, le genre qu'on reçoit dans la vraie vie quand quelque chose s'écroule. Mais avant ça, avant le papier, avant tout. Je m'appelle Claire Ventier, 42 ans, directrice artistique senior à l'agence Prisme depuis 10 ans. Et voilà ce que presque personne au bureau ne savait. J'avais investi dans l'immobilier commercial depuis 12 ans à travers ma SCI, Ventier Patrimoine. Pas un hobby, pas un projet d'été, une stratégie aussi sérieuse que mon travail de création. Mon père, avant de partir, m'avait dit une chose que j'ai prise au sérieux. Une vraie phrase de père, du genre qui résonne en toi pendant 40 ans. Claire, un jour, tu comprendras qu'il faut avoir des murs à soi. Il parlait d'immobilier. Il parlait de ne pas dépendre uniquement d'un employeur, d'un patron, d'une agence. Il parlait de sécurité, de dignité, de pouvoir. Et j'avais écouté. À 30 ans, j'avais acheté mon premier local commercial à Paris, rue de Rochechouart, 9e. 120 mètres carrés. J'avais emprunté dur. 4 ans plus tard, un deuxième à Levallois-Perret. Et pendant tout ce temps, je gardais ma vie d'agence cachée, étanche, sous silence. L'agence Prisme était une agence de branding de taille moyenne, spécialisée en mode, retail, lifestyle. Et j'étais bonne à ça, très bonne. Pendant 10 ans, j'ai mené les campagnes les plus remarquées. On avait gagné des prix, des contrats clients renouvelés parce que les gens demandaient Claire. Bernard Durand, le fondateur, était un homme de 60 ans qui avait monté la boîte de zéro. Il respectait le travail. Il me respectait sincèrement. Pas de superficialité, juste du respect. Puis Antoine est arrivé. Antoine Durand, fin vingtaine, MBA. Il savait s'habiller pour faire sérieux. Son titre était « Directeur de la stratégie de marque », ce qui veut dire à peu près n'importe quoi. La première chose qu'il a faite, il a remis en question mon travail. Ce n'était pas un doute légitime, ce n'était pas une vraie collaboration, c'était une attaque systématique. Chaque semaine, il trouvait quelque chose pour contester ce que je faisais. Lors d'une réunion client en juin, alors que je présentais une campagne pour une marque de mode haut de gamme, il a interrompu ma présentation. C'est intéressant, Claire, mais on sent une certaine désuétude. Les jeunes marques vont ailleurs. Elles veulent de l'innovation, pas de l'héritage. Je n'ai rien répondu. J'ai juste avancé le diaporama. Mais je voyais le visage du client qui écoutait le fils du PDG parler comme s'il savait quelque chose que moi, avec 10 ans d'expérience, j'ignorais. C'était du poison versé goutte à goutte. 3 semaines plus tard, lors d'une réunion interne, j'étais avec mon équipe en révisant les visuels pour Lumière, une chaîne de bijouterie. Avant même de regarder, Antoine a dit « Ces couleurs sont tristes. Pourquoi tu fais du travail déprimant ?» C'est une marque de prestige. La sophistication n'a pas besoin d'être bruyante. Tu travailles comme si tu avais 60 ans. Tu as besoin de te réinventer. Et il s'en allait. Pas une proposition, juste une critique creuse. Le pire arriva en juillet. Une présentation client avec 3 prospects importants. Je présentais un rebranding pour Étoile, une marque de luxe. J'avais misé plusieurs centaines d'heures dedans. À mi-présentation, Antoine arrive. Il n'était même pas convié. Il s'assoit avec ce sourire condescendant. Quand j'ai fini, il s'est levé. C'est un excellent travail. Mais ce travail aurait pu être fait il y a 5 ans. Il n'a rien de surprenant, aucune innovation. L'avocate générale d'une grande marque parisienne s'est tournée vers moi. « Je vous trouve votre travail remarquable.
L'innovation n'est pas le bruit, c'est la pertinence. Antoine a rougi. Bien sûr, on peut voir ça de différentes manières. Il était sorti peu après. Bernard a commencé à vieillir visiblement. Un matin en août, il m'avait arrêté. « Claire, j'apprécie ton travail, énormément. Ce qui se passe avec Antoine, c'est une situation. » « Je sais, Bernard. Je ne sais pas comment gérer ça. C'est mon fils, et il croit qu'il a raison. » Et je ne l'ai plus jamais eu une conversation intime comme ça. Ensuite est venue l'annonce du déménagement. L'agence Prism allait quitter ses locaux pour un nouveau siège, avenue Friedland, dans le 8e. Un immeuble tout neuf. J'ai noté l'adresse mentalement, 24 avenue Friedland. Puis, 4 jours plus tard, mon gestionnaire de patrimoine m'a appelé. « Claire, l'immeuble où l'agence Prism vient de louer ses nouveaux bureaux, c'est le tien. » L'ironie m'a frappée comme un objet solide. Elle s'est posée en moi. Pour la première fois, cette arrogance d'Antoine n'avait plus l'air d'être un problème. C'était une invitation. Je me suis assise à mon bureau chez Prism, le bureau que j'occupais depuis 10 ans, face aux baies vitrées qui donnaient sur Paris, et j'ai compris une chose avec une clarté absolue. Je tenais Antoine Durand. Je ne le savais pas encore précisément, mais je le tenais. Il vivrait dans mon immeuble. Il prendrait chaque jour l'ascenseur de mon immeuble. Il se prendrait pour un stratège dans mon immeuble. Et ce qui s'ensuivrait dépendrait entièrement de ce qu'il ferait après. Je n'ai rien dit à personne. Le point de rupture arriva le 15 septembre. Antoine avait convoqué une revue surprise du projet principal, le rebranding complet d'une chaîne de concept store appelée Ligne Nette. C'était le genre de client qui n'arrive qu'1 ou 2 fois par décennie. Et le projet avait des enjeux énormes. J'avais tout mis dedans. L'identité visuelle était sophistiquée, bien documentée, cohérente. Les guidelines étaient exhaustives. C'était du travail de 5 ans condensé en 7 mois. Liam s'était arrêté à mon bureau la veille. « Claire, je suis stressée, mais je crois vraiment au travail. On a fait quelque chose de mémorable. » « On l'a fait, » j'ai dit. Antoine nous a convoqués en salle de conférence. 20 personnes. Présentation publique. C'était sa tactique, créer de la pression. J'ai présenté pendant 45 minutes sans hésitation. J'ai montré comment la marque s'était construite autour de l'idée que le minimalisme était une décision. J'ai montré les visuels, les applications, les guidelines. La salle était silencieuse. Le silence de gens qui regardent du travail bien fait. Un directeur client a levé la main. « Claire, c'est exceptionnel. J'ai rarement vu un système aussi cohérent. » Puis, Antoine a demandé d'avancer le diaporama. Il a regardé les visuels pendant 3 minutes en silence. Et je l'ai vu chercher quelque chose pour prouver qu'il avait raison. Et il n'a rien trouvé. Alors il a viré au rouge. Littéralement. Il s'est levé brusquement. Ces désignes sont hideux, complètement ratés. C'est une honte pour l'agence. Tu as une vision datée et tu l'imposais à l'agence. Il s'est penché en avant et a poussé mon ordinateur, avec une rage pure, viscérale, la rage de quelqu'un qui se sent humilié publiquement. Mon laptop s'est envolé à travers la table et a frappé le sol avec un bruit de verre cassé. La salle était dans un silence total, complet. Antoine s'est rassis. « Et maintenant, tu ramasses tes affaires et tu sors. Tu es viré. Plus de contrat, plus d'agence. Et tu dis à personne que c'est à cause de tes designs moches. » Je me suis levée, lentement, délibérément. C'était comme si un interrupteur s'était déclenché. Pas de panique, juste une clarté glaciale. J'ai ramassé mon ordinateur,
L'écran était fissuré, une belle fissure en étoile. Je l'ai glissé dans mon sac avec le même geste que si je fermais un livre, méthodiquement, sans hystérie. « Tu ne vas pas dire quelque chose, tu ne vas pas pleurer ou m'engueuler » cria Antoine. Je n'ai rien dit. J'ai regardé Bernard, il était blême. Je me suis tournée vers la porte, j'ai marché vers l'ascenseur. Les gens s'écartaient. J'ai appuyé sur le bouton et je me suis tournée pour voir Antoine, face rouge. Je lui ai souri une toute petite seconde, un sourire qui disait « Tu viens de faire la pire erreur de ta vie ». Puis les portes se sont fermées. En descendant vers le rez-de-chaussée, mon téléphone s'est allumé. Les messages ont commencé à arriver. Bernard qui demandait à parler. Liam qui écrivait « Je suis tellement désolée et en colère ». Margot qui disait « Claire, c'est infâme ». Mais j'ai juste regardé par la fenêtre de l'ascenseur, vers Paris dehors, vers le ciel gris de septembre. Et j'ai pensé « Tu viens de me faire le plus beau cadeau. Tu viens de me libérer sans que tu le comprennes. » Je ne lui ai pas dit à ce moment-là. Je ne lui ai pas dit que je possédais l'immeuble qu'il venait d'occuper. Je ne lui ai pas dit qu'il y avait des articles dans le bail qu'il n'avait probablement pas lus et que Bernard signerait sans vraiment comprendre ce que tout cela voulait dire. Je n'ai rien dit du tout. Je suis sortie de l'immeuble, j'ai marché jusqu'à la station de métro la plus proche et je suis rentrée chez moi. Et dans mon appartement, en tenant mon ordinateur cassé, j'ai appelé mon banquier pour demander les liquidités. Parce que je savais que je allais créer mon propre studio et je savais que je n'allais pas attendre longtemps pour m'en donner les moyens. Le rêve que mon père m'avait planté il y a 40 ans, celui d'avoir des murs à moi, venait de se cristalliser en quelque chose de très, très tangible. Et c'était beau. Les premiers jours après mon départ furent étranges. J'attendais le chaos émotionnel, j'attendais la colère, j'attendais les regrets. Peut-être que j'aurais dû riposter, peut-être que j'aurais dû pleurer, peut-être que j'aurais dû faire quelque chose qui montrerait à Antoine qu'il m'avait blessé. Mais ce n'était pas ce qui arriva. Ce qui arriva, c'est que je me suis réveillée le matin suivant, un mercredi, et que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de mettre un alarme. Je me suis réveillée à 7 heures du matin parce que c'est l'heure à laquelle mon corps s'était habitué à se réveiller, pas parce qu'une réunion m'attendait. J'ai pris un café, un vrai café, celui que j'aimais, sans me presser. Et j'ai jeté un coup d'œil à mon ordinateur cassé sur la table. Et je me suis demandé, est-ce que je suis malheureuse ? Non, je n'étais pas malheureuse, j'étais libre. C'était un sentiment si étrange, tellement inattendu, que j'ai dû le vérifier plusieurs fois. Je suis libre. Je ne vais pas à Prisme. Je n'ai pas de réunion à 9 heures. Je n'ai pas à voir le visage d'Antoine. Je n'ai pas à adapter mon travail à ce qu'il pensait qu'un visionnaire devrait penser. J'étais libre. Les 3 jours suivants, je n'ai rien fait, littéralement rien. Je suis restée chez moi. J'ai nettoyé mon appartement. J'ai réorganisé ma bibliothèque. J'ai lu un roman que j'avais acheté 6 mois plus tôt et que je n'avais jamais ouvert. C'était un roman français sur une femme qui quittait sa vie pour voyager seule en Asie. C'était un peu sur le nez, mais je l'ai aimé. Et puis, le 4e jour, mon téléphone s'est illuminé avec un appel. Bernard. Claire, c'est Bernard. Tu pourrais venir prendre un café ? Je dois te parler. Je suis allée à un café près du palais de justice. Bernard m'attendait. Il avait vieilli. Je n'avais pas réalisé avant à quel point Antoine lui avait pris de l'énergie. Maintenant, c'était évident. Son dos était voûté.
Ses mains tremblaient légèrement. Ce qu'il a fait, c'était inacceptable, dit-il, sans préambule. C'était ignoble, et c'est mon fils, ce qui signifie que c'est ma responsabilité, d'une certaine façon. Bernard, ce n'est pas ta responsabilité. Si, c'est comme ça que ça marche. On crée une agence, on y met notre cœur pendant 40 ans, et puis on regarde son fils le détruire parce qu'il est trop orgueilleux pour reconnaître le talent. Il regarda son café. Je veux te réembaucher. Je veux te donner une augmentation. Je veux que tu diriges l'agence avec moi. Non, Bernard. Pourquoi? Tu veux une meilleure offre? On peut négocier. Ce n'est pas une question d'argent. J'ai décidé de créer mon propre studio. Il y eut un moment de silence. Oh! Oh! J'ai souri. C'est tout ce que tu dis? Oh! C'était prévu? Tu planifiais de partir? Non, Antoine l'a décidé pour moi. Mais c'était peut-être ce qu'il fallait que je fasse. Bernard regarda dehors, vers la rue. Je suis désolée pour toi. Sincèrement, tu avais un avenir à Prisme. J'en ai un maintenant, dis-je, c'est juste ailleurs. Et c'était la vérité. Je ne lui en voulais pas. Je le voyais, cet homme de 60 ans, avec son agence et ses rêves, et son fils qui les détruisait. C'était triste. Mais c'était aussi son problème, pas le mien. Je n'allais pas rester et regarder un père essayer de gérer les dégâts causés par son fils. C'était une histoire qui ne m'appartenait pas. La semaine suivante, j'ai reçu les appels. 3 clients de Prisme avaient remarqué mon absence, et ils n'aimaient pas la réponse qu'on leur donnait quand ils demandaient où j'étais. « Elle a quitté l'agence » était une phrase creuse. Ils voulaient travailler avec moi, pas avec l'agence. Et ils étaient prêts à me suivre. Le premier appel arriva d'un homme nommé Laurent Tessier, PDG de Maisons Éternelles, une marque de mobilier haut de gamme. « Claire, j'ai appris ce qui s'était passé. Je veux que tu saches que je continue avec toi. On a travaillé ensemble pendant 4 ans. On a construit quelque chose. Et c'est toi qui l'as construit. Si tu ouvres une agence, on vient avec toi. » Laurent était un homme intelligent, 53 ans, fondateur lui-même. Il comprenait ce que c'était de bâtir quelque chose, et il ne voulait pas perdre le momentum qu'on avait construit. « Merci Laurent, je vais te rappeler dans une semaine. Je vais d'abord voir comment je m'organise. » Le deuxième appel vint de Sophie Lemoine, la directrice marketing de Chromé, une marque de cosmétiques de luxe. On était au beau milieu d'un rebranding pour eux. « Claire, c'est Sophie. On a une situation et on ne sait pas comment la gérer. Tu étais la personne à qui on parlait directement. Et maintenant, Bernard dit qu'Antoine va reprendre le projet. Mais Antoine n'a parlé à personne. Il n'a pas de plan. Et honnêtement, on panique un peu. »« Dis-moi ce qu'il y a, » répondis-je. On a une deadline de 3 mois pour avoir une première direction créative. Avant toi, Prisme a essayé 4 directions différentes et le client n'était pas satisfait. C'est toi qui as finalement trouvé quelque chose qui marchait. Et maintenant, on va repartir de zéro avec quelqu'un qui n'a pas suivi les 4 mois de développement qu'on a déjà fait. Je pouvais entendre la frustration dans sa voix. Pas envers moi, envers la situation, envers l'idée qu'on était sur le point de jeter des mois de travail à cause de l'ego d'Antoine. « Sophie, si tu veux, je peux continuer le projet de mon côté. Je peux te proposer une relation d'agence à agence, où tu travailles avec mon studio au lieu de travailler avec Prisme. »« Oui, fais ça. » Le troisième appel vint d'une joaillière de la place Vendôme. Elle s'appelait Dominique. Elle avait 82 ans et elle dirigeait sa boutique depuis 40 ans. C'était le genre de client que tu n'oublies pas. Très exigeante, très pointilleuse,
mais extraordinairement loyal quand tu faisais du bon travail. Claire, j'ai entendu dire que vous aviez quitté l'agence. Prism m'a appelé pour dire qu'on serait réassigné à quelqu'un d'autre. Et j'ai dit non. Vous faites mon identité depuis 2 ans. Je ne vais pas commencer avec quelqu'un de nouveau maintenant. Et c'est tout ce qu'elle a dit. Pas de sentiment, pas de sympathie, juste une déclaration de fait. Elle voulait continuer avec moi et elle le ferait. En 1 mois, j'avais 3 clients bien payants. Ensemble, ils représentaient environ 60% de mes revenus chez Prism. C'était énorme. C'était suffisant pour ne pas avoir peur. En 2 mois, j'avais trouvé un studio, 200 mètres carrés, dans le 10e arrondissement, rue de Marseille, avec une vue sur le canal Saint-Martin. L'endroit était parfait, pas trop grand, pas trop petit. Baie vitrée qui donnait sur l'eau, très lumineux. Le propriétaire, un homme d'environ 70 ans, m'a loué le place sans problème. Il avait compris que j'étais une femme qui savait ce qu'elle voulait. J'ai embauché 2 créatifs, Liam, qui m'avait suivi depuis Prism, et une jeune femme brillante nommée Charlotte, qui sortait d'école et qui avait un talent naturel pour la direction artistique. Et j'ai proposé au marché Studio Ventier, une agence créative indépendante spécialisée en branding haut de gamme pour les marques qui voulaient être créées, pas repositionnées. C'était une vie entièrement différente. Ma routine devint celle-ci. Je me levais à 7 heures, je prenais un café sur ma terrasse en regardant le canal. Je travaillais de 9 heures à 17 heures. Je ne répondais pas aux appels après 17 heures. Je ne vérifiais pas les emails le week-end. Et j'avais un sentiment que je n'avais pas eu depuis très longtemps, celui d'être propriétaire de mon propre temps. Les 3 premiers mois furent difficiles, je ne vais pas mentir. Il y a eu des nuits où je me demandais si j'avais fait la bonne chose. Il y a eu des moments où j'avais peur. Qu'est-ce si les clients me lâchaient? Qu'est-ce si le marché ne voulait pas d'une petite agence indépendante? Qu'est-ce si j'avais péché par trop de fierté et que j'allais tout perdre? Mais chaque matin, je me levais et j'allais travailler. Et le travail était bon, excellent même. Pour Maison Éternelle, on a créé une campagne photographique entièrement nouvelle. C'était lumineux, aéré, minimaliste, exactement ce que la marque voulait. Laurent a dit que c'était le meilleur travail qu'on avait jamais fait pour lui. Pour Chromé, on a complété le rebranding et on a nettoyé tous les détails qui traînaient. Sophie a dit que c'était la direction qu'elle voulait depuis le début, celle qu'elle voyait en moi, celle que je n'avais jamais pleinement développée à Prism parce que les approbations prenaient trop longtemps. Et Dominique, la joaillière, elle a commandé une nouvelle campagne pour ses 65 ans en affaires. Je veux quelque chose de luxueux, mais de tendre, dit-elle. Et on a créé quelque chose d'extraordinaire. Des photographes en noir et blanc, des mains de femmes d'âges différentes portant ces bijoux. La poésie du temps. Elle a aimé. Elle m'a embrassée quand elle a vu le résultat final. Et lentement, d'autres clients arrivaient, pas en masse, mais régulièrement. Une marque de textile de luxe, une chaîne de restaurants très haut de gamme, un atelier de parfumerie. Et avec chaque nouveau client, je gagnais en confiance. Je pouvais offrir à mes clients quelque chose que les grandes agences ne pouvaient pas, mon attention. Toute mon attention. Pas de réunions inutiles, pas de ego qui se heurtait, juste du travail. Pendant ce temps, je suivais de loin ce qui se passait à Prism. Pas par voyeurisme, par curiosité simple. Et aussi, honnêtement, pour savoir si Antoine avait mordu à l'hameçon de cette arrogance qu'il portait trop visiblement. Il l'avait fait. 2 mois après mon départ, j'ai appris par une ancienne collègue que l'agence venait de signer Ligne Nette. Pas parce qu'Antoine avait une meilleure idée,
mais parce que la marque avait demandé à voir le travail qui avait été présenté. Et oui, celui que j'avais créé. Et oui, celui qu'Antoine avait rejeté publiquement. Le client avait dit « On ne comprend pas pourquoi ce travail a été rejeté. On le voit, on l'aime, on veut le même niveau de qualité pour notre marque, mais on veut que ce soit Claire qui le fasse. » Bernard avait dû expliquer à Ligne Nette que je n'étais plus disponible, que j'étais partie, qu'Antoine superviserait le projet maintenant. Et Ligne Nette avait accepté, parce que c'était un client sérieux et qu'il savait que c'était la meilleure option qu'on leur offrait. Mais c'était étrange, me dit-on. L'énergie avait changé. Antoine était constamment en réunion avec le client, essayant de défendre des choix qu'il ne comprenait pas vraiment. Et le client attendait quelque chose qu'Antoine ne pouvait pas livrer. C'était drôle, d'une certaine façon. Pas drôle de rire, drôle de façon cosmique. Le travail que j'avais fait était devenu le point de départ de ce que quelqu'un d'autre allait terminer, ou essayer de terminer plutôt. Et puis, environ 4 mois après mon départ de Prism, mon gestionnaire de patrimoine m'a envoyé un email. Bonne nouvelle, l'agence Prism a officiellement emménagé dans les nouveaux locaux du 24, avenue Friedland. 3 étages. Bail de 9 ans commençant le 1er avril. Les loyers commencent à entrer. Je l'ai lu et j'ai pensé à Antoine, tous les jours, se réveillant et se rendant à un immeuble qui m'appartenait, vivant sous mon toit, prenant mes ascenseurs, payant mes loyers, respirant mon air. C'était du luxe pur. Je n'ai pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de lui dire. Il n'avait même pas besoin de savoir. Pendant les 6 mois qui ont suivi, j'ai juste travaillé. J'ai construit. Je n'ai pas attendu sa réaction. Je n'ai pas cherché à le tourmenter. Je l'ai juste laissé vivre dans l'immeuble qui était mien, et j'ai continué. Studio Ventier est devenu plus que viable. Les clients que j'avais apportés restaient. Les nouveaux arrivaient. Les réputations se construisent lentement, mais elles se construisent. Il y avait une campagne pour Lumina Spa, une chaîne de wellness et de spa haut de gamme. Je passais les nuits à peaufiner les visuels, à travailler sur la photographie, à éditer les textes jusqu'à ce qu'ils soient exactement ce que je voulais. Une autre pour Alpenrose, une marque de chocolat suisse très premium, pas le Lindt qu'on trouve au supermarché, le vrai truc, le chocolat qui coûte 1 000 € le kilo. On était en train de les repositionner sur le marché français. C'était sophistiqué, c'était du travail, et c'était le mien, totalement le mien. Charlotte, ma créative junior, s'était épanouie. Elle avait des idées brillantes. Elle comprenait instinctivement la direction que je voulais prendre. Et Liam était comme mon bras droit. Lui aussi avait quitté Prism, libéré d'une agence où on lui disait constamment « ça ne plaît pas au fils du PDG ». 6 mois après mon départ de Prism, j'étais dans mon studio, mon vrai studio, celui du 10e, et je regardais les campagnes que je construisais s'afficher sur les murs autour de moi. Pas le travail de quelqu'un d'autre, mon travail. Et j'étais sereine. Je n'étais pas en colère contre Prism. J'étais au-delà de ça. La colère aurait signifié que je les attendais. Et je ne les attendais pas. Je construisais. J'avais dépassé ce monde. J'avais créé un autre. Et puis, un lundi après-midi, environ 6 mois après avoir reçu l'email de mon gestionnaire concernant l'emménagement de Prism, au moment où je finissais un appel avec un client potentiel, un SMS est arrivé sur mon téléphone. Un numéro que je connaissais. Un numéro que je n'avais pas vu depuis 6 mois. Antoine. Tu devrais voir ça. Ce qu'on a créé ici est incroyable. Je parie que t'as jamais fait quelque chose d'aussi bien. L'agence est magnifique maintenant. On a vraiment réinventé le marché. Ça t'intéresse pas de revenir bosser pour nous? J'ai lu ce message une fois. Je l'ai relu une 2e fois. Et j'ai compris.
Il ne savait pas. Il ne savait absolument pas que c'était moi qui possédais l'immeuble. C'était parfait. Vraiment. C'était le moment. Parce qu'à ce moment précis, mon gestionnaire m'avait signalé quelque chose qu'il avait découvert lors d'inspections régulières. Pendant les travaux d'aménagement au 24, avenue Friedland, l'agence Prism avait effectué des modifications structurelles aux locaux sans autorisation préalable. 2 modifications en fait. Premièrement, l'abattement d'une cloison porteuse dans le hall d'accueil. Une vraie cloison porteuse. La structure du bâtiment. Pour créer un espace d'accueil plus ouvert et plus impressionnant. Aucune demande d'autorisation. Aucune consultation des plans de l'immeuble. Aucune notification. Les travaux avaient simplement été faits. Et là, l'article 14b du bail était très clair. Le preneur ne pourra effectuer aucune modification structurelle des locaux sans accord préalable et écrit du bailleur. Tout manquement à cette clause entraînera la résiliation immédiate du bail. Deuxièmement, le renforcement du plancher du 3e étage pour une salle serveur. Des travaux de génie civil, des piliers ajoutés, des changements architecturaux qui affectaient la structure du bâtiment. Aucune autorisation, aucune notification. C'était, techniquement, une violation majeure de leur bail. C'était, juridiquement, un cas ouvert et fermé. Et c'était la raison pour laquelle j'avais pris un avocat spécialisé en droit immobilier 12 ans auparavant. Parce que j'avais compris que posséder des immeubles signifiait comprendre chaque ligne du contrat. J'ai reposé mon téléphone sur le bureau. Je n'ai pas répondu aux SMS. Et j'ai appelé Isabelle. Isabelle, c'est Claire. Je viens de recevoir un message d'Antoine Durand. Tu te souviens de lui? Le type de l'agence. Je veux que tu vérifies quelque chose pour moi. Isabelle avait une voix calme, professionnelle. Quel genre de quelque chose? Les modifications structurelles à l'immeuble. Je veux que tu regardes les rapports d'inspection que mon gestionnaire a et que tu me dises si c'est une violation du bail. Il y eut un silence. Je vais regarder ça et je te rappelle dans 1 heure. 1h30 plus tard, Isabelle appela. Article 14b, clair. Violation claire et documentée. Démolition de cloisons porteuses sans autorisation. Modification structurelle du plancher sans notification. C'est plus qu'une violation. C'est une violation majeure qui donne au bailleur le droit de résilier immédiatement le bail. On peut procéder? J'ai demandé. Absolument. Alors, on procède. 3 jours ouvrables plus tard, l'agence Prism a reçu une mise en demeure de résiliation du bail. 30 jours pour libérer les lieux. Signé par Ventier Patrimoine SCI, représenté par Isabelle Renard, cabinet Renard et Associés, droit immobilier. Pièces jointes, photographie détaillée des modifications structurelles, rapport d'expertise en français et en anglais, les clauses du bail en gras, numérotées, soulignées, avec des surligneurs jaunes sur les passages pertinents. C'était impossible à ignorer, impossible à contester. Et c'était totalement légal. J'imagine la scène. Un huissier qui sonne à la porte, quelqu'un qui prend l'enveloppe qui monte jusqu'aux étages de l'agence, du hall d'accueil qui avait été vidé de sa cloison, jusqu'au bureau de direction. Quelqu'un qui l'ouvre. Et puis, le silence. Et puis, les appels commencent. Antoine appela d'abord, 3 fois. Je n'ai pas décroché. Il a envoyé un email, puis un autre, puis un SMS. Je sais que c'est toi. Je sais que tu l'as fait. Appelle-moi. On peut parler de ça. Je n'ai rien fait.
Puis, l'adresse email du cabinet d'avocats de Prism s'est allumée. Il demandait une clarification. Il demandait une rencontre. Il demandait une négociation. Isabelle a répondu simplement. La résiliation est immédiate. Pas de négociation. 30 jours pour évacuer. Bernard appela le jour suivant. Sa voix était différente, plus lasse, plus âgée, comme si les 9 années qu'il avait vécues depuis ma partance s'étaient concentrées en 9 heures. Claire, c'est Bernard. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien avec l'immeuble. Est-ce que c'est toi qui le possèdes? Oui, j'ai dit. C'était simple, c'était factuel. Oh! Un silence long. Et cette mise en demeure, tu vas vraiment nous jeter à la rue? Article 14b du Bail Bernard. Tes équipes ont fait des modifications structurelles sans permission. C'est documenté, c'est clair. Je ne l'ai pas fait. C'est vous qui avez fait ça. Tu ne pourrais pas, je veux dire, y a-t-il un moyen d'arranger ça? De laisser passer? On peut te payer quelque chose, on peut corriger les modifications. Non, Bernard, il n'y a pas d'arrangement. Et tu ne peux pas corriger une cloison porteuse qu'on a démolie. Les modifications ont été faites. Et l'article est dans le bail. C'est écrit noir sur blanc. Mais tu travaillais pour moi, tu travaillais pour nous, pendant 10 ans. Tu me dois au moins une conversation. Tu m'as laissé te quitter, Bernard, et je t'ai dit que j'allais créer mon propre studio. Tu aurais pu comprendre à ce moment-là que j'avais une autre vie que l'agence, mais tu ne l'as pas compris, et maintenant, c'est trop tard. Je suis désolée pour ce qui s'est passé, sincèrement. Antoine est mon fils, et j'ai fait une erreur en le mettant dans une position de pouvoir. Mais c'est moi qui paie, pas lui. C'est l'agence qui paie. C'est correct, Bernard. C'est malheureusement la vie parfois. On prend des décisions et elles ont des conséquences. Tu as pris la décision de donner du pouvoir à quelqu'un qui ne le méritait pas. Et maintenant, il y a des conséquences. Je ne peux pas te convaincre de revenir sur cette décision. Non, Isabelle gère le reste. Et j'ai raccroché. Ce que j'ai dit à Bernard n'était pas cruel, c'était juste vrai. Je ne lui en voulais pas. Je lui parlais avec une certaine douceur même, parce que Bernard était un homme bon, qui avait fait l'erreur de donner du pouvoir à quelqu'un qui n'en était pas digne. C'était sa faute, bien sûr, mais ce n'était pas de la malveillance, c'était juste de la faiblesse. Et la faiblesse a un coût. Les 30 jours se sont écoulés. L'agence Prism s'est installée dans une sous-location temporaire. Je crois que c'était un espace partagé dans le 12e, quelque chose de beaucoup moins prestigieux que l'avenue Friedland. Beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste. Le genre d'endroit où on va quand on a fait une erreur coûteuse et qu'on doit se serrer les coudes pour un moment. J'ai vu des photos de l'agence, quelques semaines après le déménagement, lancées sur Instagram par une ancienne collègue. C'était serré, c'était laid. C'était le contraire du rêve d'Antoine, d'une agence moderne et impressionnante. Isabelle a contacté un groupe immobilier pour le 24, avenue Friedland. Ils étaient intéressés, très intéressés. C'était un immeuble dans un bon quartier, avec une belle façade et un potentiel locatif énorme. Les espaces modernes d'une agence préaménagée, ça intéressait plusieurs groupes. La transaction s'est conclue 6 mois plus tard. J'ai fait une plus-value de 90 000 € sur la vente. 90 000 € pour quelque chose que j'avais acquis patiemment 10 ans auparavant, pour quelque chose que j'avais possédé en silence, pour quelque chose que personne au bureau ne savait. 90 000 €. C'était plus que mon salaire annuel à Prism. Antoine a été repositionné sur des projets spéciaux. C'est ce que j'ai entendu dire,
par une ancienne collègue que j'ai croisée au café de Flore quelques mois après. Repositionné. Ce qui veut dire, je suppose, qu'il n'était plus dans les grâces de son père, qu'il avait commis une erreur coûteuse, une très coûteuse erreur, qu'il était devenu un problème à gérer plutôt qu'une promesse pour l'avenir. Mais je ne m'en souciais pas vraiment. Je ne le suivais pas. Je ne cherchais pas d'informations. Je ne me demandais pas comment il allait. J'étais trop occupée à construire. Studio Ventier a grandi. Pas énormément. Je voulais rester indépendante, rester libre, ne pas devenir une autre grosse agence pleine d'ego en collision. Mais assez pour être solide et viable. 4 créatifs maintenant. Un planificateur de projet qui s'appelait Marc et qui avait le plus incroyable sens de l'organisation. Une personne dédiée au service client, une jeune femme brillante nommée Émilie. Et des bureaux un peu plus grands, toujours dans le 10e, avec la vue sur le canal qui ne m'a jamais lassée. La nouvelle campagne pour Éternité Eco, une chaîne d'hôtels de luxe, s'affichait sur le mur derrière mon bureau. C'était sophistiqué, c'était fort. C'était le genre de travail qui me rendait fière, tranquillement, sans avoir besoin de le crier à personne. Les clients arrivaient régulièrement, pas en masse, mais régulièrement. Et chaque client reconnaissait en moi quelque chose qu'il n'avait pas trouvé dans les grandes agences, une attention, une vision cohérente, un respect pour leur marque qui n'était pas basé sur des podcasts ou des articles LinkedIn. Isabelle, ma gestionnaire de patrimoine, m'avait appelé le vendredi après-midi pour me confirmer que l'agence Prism venait de prendre possession du 24 avenue Friedland. J'étais à mon bureau de Studio Ventier, en train de corriger les mock-ups d'une nouvelle identité visuelle pour un client du secteur touristique. Je tenais mon téléphone coincé entre mon oreille et mon épaule, comme je le fais toujours quand Isabelle m'appelle avec des détails administratifs. Nous parlions de révision de loyer, d'impôts fonciers, des choses qu'on écoute d'une oreille distraite. Et puis elle a dit l'adresse. Le 24 avenue Friedland. Je me souviens d'avoir demandé à Isabelle de répéter, pas parce que je n'avais pas compris, parce que je voulais l'entendre 2 fois, pour bien m'assurer que ce n'était pas une hallucination professionnelle, une de ces choses que votre esprit invente quand il manque de caféine. Mais non, elle a confirmé. Prism, avenue Friedland, mon bâtiment. L'adresse que je lisais sur les documents depuis 3 ans, que j'avais acquis lors d'une de ces décisions silencieuses qui semblent insignifiantes jusqu'au jour où elles ne le sont plus. Il y a un moment très particulier en vie où vous comprenez que l'univers a de l'humour. Un humour sec, certes, mais de l'humour quand même. Ce moment, c'était celui-ci. Isabelle continuait à parler. Elle parlait de l'équipe de Prism qui était venue visiter les lieux, des modifications qu'ils envisageaient peut-être pour aménager les espaces. Je ne la contredisais pas. Je disais « bien » et « merci pour l'information ». Elle ne pouvait pas sentir mon sourire à travers le téléphone. Après avoir raccroché, je suis restée quelques secondes avec mon téléphone à la main. L'écran s'était éteint. Mon équipe continuait à travailler autour de moi. J'entendais Mathieu parler avec un client au téléphone, Céline qui lançait des remarques sur un prototype de typographie. C'était un vendredi ordinaire dans un studio créatif ordinaire, et j'avais just learned that the universe had its own plans. Je n'ai rien dit à personne. Je ne suis pas allée prendre un café et raconter l'anecdote à mes collègues en souriant mystérieusement. Ce n'était pas ce genre de secret. C'était un secret professionnel. Un secret qui s'était glissé dans mon calendrier comme si c'était sa place depuis le début. Je suis revenue à mes mock-ups. J'ai continué mon vendredi. Mais quelque part, dans mon esprit, j'avais commencé à réfléchir. Je n'ai rien à faire.
pour le moment. C'est la phrase que je me suis répétée ce soir-là, en rentrant chez moi. Je n'avais aucune raison d'agir. Prism était un locataire comme un autre. Ils payaient leur loyer, ils vivaient leur vie d'agence de communication qui avait l'air de bien fonctionner. Et moi, j'avais ma propre vie à vivre. Les 6 mois suivants ont été curieusement doux. Studio Ventier grandissait. Pas de manière spectaculaire, mais de manière saine, organique. J'avais mis en place des projets qui portaient vraiment leurs fruits. On venait de terminer une refonte complète pour une maison de couture discrète du 6e, du genre de client qui ne parle à personne, mais dont le portefeuille parle très fort. Puis, il y avait la campagne pour une fondation culturelle, quelque chose qui m'importait personnellement, un projet où je pouvais vraiment laisser ma vision guider le travail. Mon équipe aussi s'était renforcée. Mathieu gérait maintenant plusieurs clients de front. Céline avait développé une véritable expertise dans la typographie et l'identité digitale. Et en novembre, j'avais embauché une 3e personne, Sophie, une designer junior pleine d'énergie qui avait apporté une fraîcheur intéressante à nos processus créatifs. Mon petit studio commençait à ressembler à quelque chose de réel, quelque chose qui durait. Isabelle, ma gestionnaire de patrimoine, continuait à m'envoyer ses rapports réguliers. Tout était normal à Friedland. Les loyers payés à temps, les charges d'entretien routinières. Parfois, elle envoyait des photos, des détails architecturaux du bâtiment, des rapports d'inspection. C'était le bruit blanc administratif d'une propriété qu'on gère correctement. Je regardais ces photos rapidement, les archivais, et je passais à autre chose. Mais une fois, j'ai oublié de ne pas vérifier. Un soir, après le travail, j'étais chez moi avec un verre de vin et j'ai tapé « Agence Prism, nouvelle adresse » sur Google. J'ai trouvé les posts LinkedIn d'Antoine. Il y en avait plusieurs, des photos du nouvel espace, des descriptions enthousiastes sur la beauté de l'architecture haussmannienne, sur la luminosité du bâtiment, sur cette nouvelle étape pour l'agence. Les photos étaient magnifiques, je dois l'avouer. Le 24 avenue Friedland était vraiment un beau bâtiment. Et Antoine parlait de « son nouvel espace » comme quelqu'un qui était profondément attaché à ce qu'il avait créé. J'ai souri. C'est stupide, je le sais. Mais j'ai souri en lisant ces posts. Il y avait quelque chose de précis dans cette ironie. Lui, construisant son rêve dans mon bâtiment, sans savoir que c'était mon bâtiment. Lui, dans mon histoire, sans le savoir. Je n'ai plus rien posté sur ce sujet. Je suis restée silencieuse. Silencieuse, mais présente. Pendant ce temps, Studio Ventier continuait son expansion discrète. En décembre, 2 nouveaux clients majeurs nous avaient approchés. Le premier était un cabinet d'architecture, une structure solide, respectée, qui voulait une refonte complète de son identité visuelle. Ils expliquaient que leurs anciens logotypes dataient d'une époque où l'architecture n'était pas un art qu'on marketait. Ils avaient tort. L'architecture a toujours eu besoin de conteurs, et j'avais hâte de raconter leur histoire. Le second client était une maison de vin primée, quelque chose du Bordelais, avec une histoire familiale qui remontait à plusieurs générations. Ils voulaient une nouvelle présentation sans perdre leur essence, le défi classique pour les marques héritières. C'était exactement le genre de travail qui m'excitait. Trouver le futur d'une marque sans tuer son passé. Et donc, je travaillais, je construisais, je concevais de belles choses pour d'autres gens. Et quelque part dans le 8e arrondissement, Antoine Durand dirigeait son agence dans mon bâtiment, sans savoir que je l'observais depuis le calme de mon propre succès, qui grandissait lentement, mais sûrement. Puis est venue l'époque des changements structurels. C'était au printemps.
Isabelle m'avait envoyé une série de photos accompagnées d'un email dont le ton était inhabituel. Elle mentionnait que l'équipe de Prism avait entrepris des modifications dans le hall d'entrée. Des photos attachées montraient ce que je devais immédiatement reconnaître pour ce que c'était, un mur porteur, ce mur béton massif qui délimitait le hall depuis la construction du bâtiment en 1890, qui avait été retiré. Un mur porteur, pas juste un mur, la structure, le squelette du bâtiment. J'ai lu l'email 2 fois. Isabelle écrivait calmement que certaines modifications avaient été effectuées et qu'elle demandait à Prism la documentation appropriée. Elle s'interrogeait si nous devions être concernés par les aspects structurels. C'était une question naïve, bien intentionnée, professionnelle, mais c'était quand même une question. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai appelé mon avocate, Isabelle Renard. Oui, un avocate qui s'appelait aussi Isabelle. Je sais, c'est déroutant. Isabelle Renard était spécialisée en droit immobilier depuis 15 ans et elle connaissait chaque article, chaque clause, chaque recoin légal du Code du bail français. Je lui ai envoyé les photos, je lui ai donné l'historique, la location à Prism, les termes du bail, et puis cette dernière découverte d'un mur porteur supprimé sans permission. Elle m'a rappelé le lendemain. Son voix était précise, professionnelle, satisfaite d'une manière subtile. Article 14, clause B, a-t-elle dit. Modification structurelle sans autorisation du bailleur. C'est une violation directe du contrat. Techniquement, c'est un motif de résiliation immédiate du bail. J'ai écouté ses explications, les implications légales, les précédents de jurisprudence, les dommages potentiels. C'est suffisant pour résilier le bail ? J'ai demandé. Amplement suffisant, a-t-elle répondu. Il y a eu un moment de silence, un moment où je pouvais agir, où tout ce que j'avais gardé en silence pouvait finalement devenir une action. Bien, j'ai dit, mais je n'agis pas encore, je documente. Et je l'ai fait. Pendant 5 mois, je me suis transformée en archiviste invisible de la violation de Prism. Chaque photo qu'Isabelle, ma gestionnaire, m'envoyait était soigneusement sauvegardée. Les rapports d'inspection qui mentionnaient des modifications non autorisées, archivés. Et puis, en juin, il y avait eu une seconde violation. Des travaux de renforcement de plancher au 3e étage, là où Prism avait installé ses serveurs informatiques. Plus de modifications structurelles, plus de violations du bail. Je construisais mon dossier comme j'aurais construit une identité visuelle, méthodiquement, avec attention, sachant que chaque détail comptait. J'avais une documentation photo, des rapports d'ingénieurs, des contrats qui précisaient clairement que toute modification structurelle nécessitait une autorisation écrite de ma part. Pendant ce temps, je ne disais rien à personne, pas à mon équipe, pas à mes amis, pas même à ma mère, qui aurait été ravie de savoir que j'avais des plans secrets. Je continuais simplement à travailler. Je continuais à construire Studio Ventier. J'accumulais les clients satisfaits, les projets réussis, les marques qui me confiaient leurs histoires. Et puis, un matin de septembre, j'étais revenue de réunion avec un groupe hôtelier de luxe. Une réunion qui s'était déroulée extraordinairement bien. Ils aimaient ce que j'avais proposé. Ils voulaient continuer. C'était le genre de matin qui vous rappelle pourquoi vous faites ce que vous faites, quand les gens vous font confiance, quand votre travail parle pour vous, quand l'univers semble soudainement très simple. J'étais de bonne humeur, vraiment de bonne humeur. Et c'est précisément à ce moment-là que mon téléphone a vibré avec un message de quelqu'un que je n'avais pas entendu depuis 2 ans. Antoine Durand, le CEO du 24 avenue Friedland, mon ancien employé,
mon homme qui m'avait viré. Quand j'ai vu son nom s'afficher sur l'écran, j'ai souri. Pas un sourire amer, un sourire simplement opportun. Et je me suis réveillée un matin, environ 1 an après avoir reçu la mise en demeure, et j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas besoin de vengeance. La vengeance aurait été un poids. Ça aurait signifié que je pensais à Antoine constamment, que j'attendais sa réaction, que je vérifiais si les conséquences étaient suffisantes. Ça aurait signifié le garder en moi. Ce que j'avais fait, c'était simplement utiliser ce que je savais. C'était laisser les faits parler. C'était ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas exagérer. Juste appliquer le bail tel qu'il était écrit. Et ensuite, continuer. Et c'est ce que j'ai fait. Je continue. Je construis. Je n'attends rien de lui. Je n'ai pas besoin de savoir comment son histoire se termine. La mienne était trop occupante, trop belle, trop entièrement mienne. Mon père avait raison au passage. Il faut avoir des murs à soi. Il faut avoir construit quelque chose que personne ne peut te prendre. Pas une réputation, elle peut s'écrouler. Pas une position, elle peut être volée. Mais des murs, des actifs, des choses tangibles, des fondations que tu construis toi-même, lentement, patiemment, avec l'idée à long terme. Et moi, à 43 ans, j'en avais plus que jamais. Je possédais 2 immeubles. J'avais vendu un 3e à profit. Je possédais une agence qui était entièrement mienne. J'avais des clients qui me respectaient. J'avais une équipe qui croyait en moi. J'avais une vie que je contrôlais totalement. Et c'était plus satisfaisant que n'importe quelle vengeance aurait pu l'être. Bien plus.